Cette vidéo explore les événements tragiques qui se sont déroulés à Kershaw, en Caroline du Sud. Le 26 décembre 2011, Hope Melton, âgée de 30 ans, contacte sa grand-mère, paniquée. Elle lui confie qu'elle est suivie par quelqu'un alors qu'elle conduit sur une route rurale. La peur transparaît dans sa voix, mais l'appel est brusquement interrompu avant qu'elle ne puisse fournir davantage de détails. Pour élucider cette affaire, la police a eu recours à des enregistrements de vidéosurveillance qui ont permis d'identifier un suspect. Cependant, ce cas est également marqué par la performance défaillante de certaines autorités, ce qui a finalement eu un impact significatif sur son issue. Beverly Hope Roscoe Melton, née le 4 décembre 1981 à Kershaw, Caroline du Sud, était la fille de William Roger et Elizabeth Ray Hodge Roscoe. Élève brillante, elle fut diplômée avec mention du lycée de Chesterfield en 2000, où elle était membre du club Beta, de la société d'honneur professionnelle, de la classe de santé et de la chorale. Hope travaillait comme administratrice au T&T Country Store à McBee, Caroline du Sud. Elle fréquentait l'église de Dieu de Lancaster, où elle enseignait à l'école du dimanche pour enfants. Hope était mariée à Gary Lee Melton depuis un peu plus d'1 an. Leur bonheur était palpable, et ils aspiraient à fonder une famille. Malheureusement, Noël 2011 fut leur dernier Noël ensemble. Le 26 décembre 2011, Hope avait prévu de rendre visite à sa grand-mère, qui résidait à une trentaine de kilomètres de chez elle. Elle devait arriver pour le déjeuner, mais sa grand-mère reçut un appel inattendu. C'était Hope. D'une voix empreinte d'inquiétude, elle l'informa qu'elle était suivie et implora son aide. L'appel fut coupé. Immédiatement, la mère et la grand-mère de Hope prirent la voiture pour partir à sa recherche. À environ 5 km de la route, elles découvrirent la voiture de Hope garée sur le bas-côté, mais Hope elle-même était introuvable. Sa grand-mère alerta sans tarder le 911. L'appel fut transféré au bureau du shérif local. Dès la réception du signalement de personnes disparues, il est crucial d'agir avec célérité. Un adjoint du shérif se rendit donc immédiatement sur les lieux. Il examina le véhicule de Hope. Il ne présentait aucun dommage et était en parfait état de marche, écartant d'emblée l'hypothèse d'un accident de la route. Le sac à main de Hope se trouvait dans la voiture, mais son téléphone portable manquait. Une équipe de criminalistique fouilla le véhicule, mais ne trouva aucune preuve permettant de localiser Hope. Des volontaires et la police commencèrent à ratisser les environs à la recherche d'indices. Sous le choc et désemparé, Gary, le mari de Hope, arriva sur les lieux. Il informa la police que Hope avait l'intention de s'arrêter à une station-service sur le chemin de sa grand-mère. C'était la seule piste dont disposaient les détectives à ce moment-là. La distance entre le domicile de Hope et celui de sa grand-mère était d'environ 30 miles. 4 stations-service jalonnaient cette route, et les détectives décidèrent de les vérifier une par une. Les indices des caméras de surveillance. La première station-service visitée par le détective était équipée de caméras de sécurité. Le détective commença à visionner les enregistrements, espérant y apercevoir Hope. Selon son mari, elle avait quitté la maison vers 11h45 du matin. Le détective demanda au gérant de lui montrer les images de l'heure précédant l'appel paniqué de Hope à sa famille. À 12h19, un client masculin entra dans le magasin, et tout semblait normal. Le détective continua de visionner la vidéo. 3 minutes plus tard, une femme apparut à l'écran. Hope était blonde, mesurait environ 1,65 m et pesait environ 63 kg. Elle portait un short rouge et un jean bleu. Le détective réalisa immédiatement que la femme filmée était plus grande que Hope, et qu'il ne s'agissait donc pas d'elle. Ils visionnèrent les images jusqu'à 12h45, mais Hope n'apparut jamais. Cela signifiait qu'elle avait probablement fait le plein à une autre station-service. La famille de Hope était en état de choc. Ils cherchaient des explications plausibles à sa disparition. Un mince espoir subsistait, elle aurait pu être simplement effrayée et aurait quitté son véhicule. Peut-être quelqu'un l'avait-il prise en stop et l'avait-il emmenée pour l'aider. Ils espéraient que Hope était en bonne santé et qu'elle reviendrait bientôt. Pendant ce temps, le détective chargé de l'enquête se rendit à la deuxième station-service, située à seulement 10 miles de l'endroit où la voiture de Hope avait été retrouvée abandonnée. Des caméras de surveillance y étaient également installées, susceptibles d'apporter des éléments cruciaux à l'enquête. À son arrivée, le détective s'adressa d'abord au gérant, lui expliquant qu'il recherchait une femme disparue. Lorsque le détective décrivit l'apparence de Hope et le type de voiture qu'elle conduisait, le gérant déclara avoir peut-être vu Hope vers midi. Une caméra de surveillance extérieure confirma sans l'ombre d'un doute que Hope Melton s'était bien arrêtée à cette station-service avant de disparaître. Elle avait fait le plein de son véhicule, et rien ne semblait la perturber à ce moment-là. Des images d'une autre caméra montrèrent un homme lui tenant la porte alors qu'elle entrait dans le magasin. Hope paya son essence et sortit du magasin. Elle semblait heureuse et de bonne humeur, visiblement impatiente de passer le reste de la journée avec sa grand-mère. En révisionnant la vidéo, ce ne fut pas Hope qui attira l'attention du détective, mais l'homme qui lui avait tenu la porte. Les caméras de surveillance avaient enregistré un homme en sweat à capuche noire la suivant dans le magasin.
Il observait Hope. Hope paya son essence et sortit. Le détective observa l'homme en capuche. L'homme paya à la caisse et sortit du magasin. Malheureusement, la vidéo ne contenait aucun élément permettant d'identifier cet homme. Le détective révisionna la vidéo de surveillance, espérant pouvoir identifier le véhicule de l'homme. L'une des séquences montrait Hope se dirigeant vers le magasin pour payer son essence. À ce moment-là, une mini-fourgonnette sombre s'arrêta, d'où sortit un homme en sweat à capuche noire. Malheureusement, aucune plaque d'immatriculation n'était visible sur son véhicule. Le détective changea de caméra pour voir Hope sortir de la station-service et retourner à son véhicule. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un véhicule gris démarra. Un homme en sortit et regarda Hope s'éloigner. Mais ni ce conducteur, ni l'homme en capuche noire ne suivirent Hope en dehors de la station-service. Le détective révisionna la vidéo de surveillance, cherchant le moindre détail. Il était convaincu que d'autres preuves étaient dissimulées dans les enregistrements de la station-service, et qu'il devait les trouver. Et il ne se trompait pas. Il changea de caméra au moment où Hope se dirigeait vers son véhicule. Un autre véhicule apparut, une Chevrolet orange. La Chevrolet traversa le parking et retourna à l'extérieur. Et alors que Hope s'éloignait, le détective remarqua quelque chose d'important, la voiture orange la suivait. Le détective supposa qu'il avait vu la voiture suivre Hope au moment de sa disparition. Avant d'obtenir la preuve que Hope avait été suivie depuis la station-service, la police devait découvrir ce qui s'était passé ensuite. Pendant ce temps, l'équipe de recherche avait fait une découverte effrayante. À 6 miles de la voiture abandonnée de Hope, ils trouvèrent un bracelet rouge et une tache de sang. Le bracelet fut identifié par le mari de Hope, il le lui avait offert comme cadeau de Noël. Tous ces éléments soulevèrent de sérieuses inquiétudes quant au bien-être de Hope. Après que le détective eut visionné la surveillance de la station-service montrant la Chevrolet orange suivant la voiture de Hope, il devait s'assurer que ce n'était pas une simple coïncidence. Sur le chemin de la maison de sa grand-mère, Hope devait passer devant un bâtiment de bureau équipé de nombreuses caméras de surveillance. Le détective s'y rendit, mais le bâtiment était toujours fermé pour Noël. Il fallut du temps pour trouver un gérant qui possédait les clés et comprenait le système de surveillance. Le bâtiment était équipé de nombreuses caméras couvrant le parking et la route que Hope aurait pu emprunter pour se rendre chez sa grand-mère. L'objectif principal du détective était de vérifier si la Chevrolet orange suivait Hope ou si elle tournait dans une autre direction. Les bureaux étant fermés pour Noël, les caméras étaient configurées pour enregistrer uniquement lorsqu'elles détectaient des mouvements. Le détective commença à visionner les images enregistrées juste après midi. À midi 6, le détective vit la voiture de Hope apparaître dans le cadre. 2 secondes plus tard, une voiture orange, déjà aperçue à la station-service, apparut également. L'image montrait la Chevrolet orange quelques mètres derrière la voiture de Hope. Les deux véhicules se dirigeaient vers le nord, en direction de la route boisée où la voiture de Hope fut retrouvée. La qualité de l'image ne permit pas d'enregistrer les numéros de la plaque d'immatriculation, mais il s'agissait d'un véhicule reconnaissable et la police lança un avis de recherche générale. Il fallut environ 1 heure ou 2 avant que ce véhicule orange ne soit intercepté par la police dans une rue de Jefferson, en Caroline du Sud. Le conducteur était un résident local de 23 ans, Nicholas Miller. Il était seul dans le véhicule et se montra très nerveux lorsque la police l'arrêta. Peut-être avait-il quelque chose à cacher. Il fut donc emmené au poste de police où un détective l'interrogea. Miller répondit à toutes les questions posées. Le détective lui demanda de raconter sa journée, ce qu'il avait fait et où il était allé. Miller répondit qu'il avait passé la matinée à faire des achats dans un magasin Walmart situé à 30 km de là, puis qu'il était retourné à Jefferson. La police demanda un mandat de perquisition pour le véhicule de Miller, et le détective chargé de l'enquête sur la disparition de Hope Melton se rendit au Walmart où Miller prétendait avoir fait ses achats. La police devait vérifier son alibi. Le magasin était équipé de nombreuses caméras enregistrant tout ce qui se passait dans l'enceinte. Les forces de l'ordre furent ravies d'obtenir les données de vidéosurveillance de Walmart, car elles permirent de vérifier le récit de Nicholas Miller. Il conduisait une Chevrolet orange, et vers 10 heures du matin, son véhicule entra sur le parking. Lorsque le conducteur sortit, le détective constata qu'il s'agissait bien de Miller. Jusqu'à présent, son histoire était confirmée. Il se dirigea simplement vers le Walmart comme un jour normal, parmi des centaines d'autres acheteurs, et rien d'extraordinaire ne semblait se produire. Il semblait vaquer à ses occupations habituelles. Il ne prit ni chariot ni sac de course. Mais en visionnant la suite de la vidéo, le détective réalisa que Miller n'était pas un acheteur ordinaire. Il semblait simplement errer dans le magasin, sans s'intéresser aux produits. Peut-être était-il là dans un tout autre but. À un moment donné, le détective remarqua que Miller ne se déplaçait pas de manière aléatoire dans le magasin, mais qu'il suivait une femme blonde, qui ne lui prêtait aucune attention, absorbée par ses propres affaires. En regardant la vidéo de plus près, le détective fut convaincu que son hypothèse était correcte. Partout où la femme allait, Miller la suivait. Mais quelques instants plus tard, elle réapparut dans la vidéo, cette fois accompagnée d'un homme.
À ce stade, il était raisonnable de supposer que Miller avait réalisé que cette cible était inatteignable pour lui. Quelques instants plus tard, le couple quitta le magasin. Les enquêteurs spéculèrent que la femme avait eu de la chance d'échapper à Miller. Quelques minutes plus tard, les caméras capturèrent Miller quittant le magasin. En sortant du Walmart, il semblait frustré qu'une cible potentielle lui ait échappé. Nous ne pouvons que supposer qu'à ce moment-là, il se dirigea vers Jefferson, où il croiserait finalement Hope à une station-service. La famille de Hope espérait qu'elle rentrerait saine et sauve, mais lorsque la police obtint un mandat de perquisition pour le véhicule de Miller, il devint clair que quelque chose de terrible était arrivé à Hope. En examinant le véhicule, les enquêteurs de la criminalistique découvrirent du sang sur la vitre latérale du passager et sur le pare-choc côté conducteur. Ils trouvèrent également le téléphone portable de Hope dans le véhicule de Miller. Maintenant que les autorités disposaient de nouvelles preuves, la décision fut prise d'interroger Miller à nouveau. Il est important de noter ici que l'interrogatoire fut mené par le shérif du comté de Chesterfield, Sam Parker. L'interrogatoire et la confession, souvenez-vous de ce nom, il est crucial. Pendant l'interrogatoire, Miller commença par nier toute implication dans la disparition de Hope Melton. Mais lorsqu'il fut confronté aux preuves découvertes, Miller finit par avouer sa culpabilité et accepta de conduire la police au corps de Hope. Miller mena les détectives à une ferme de dinde située à 14 km de l'endroit où la voiture de Hope avait été retrouvée. Elle gisait au sol, sur le dos, face vers le ciel, dévêtue. C'était une scène véritablement horrible. Miller fut incapable de fournir une explication rationnelle à ses actes. La famille de Hope fut informée de la découverte de son corps. Ce qui lui était arrivé allait changer à jamais la vie de ceux qui connaissaient et aimaient Hope Melton. La police put enfin reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de Hope. Les investigations révélèrent que Miller avait récemment rompu avec sa petite amie. Les enquêteurs pensent que cela pourrait être la cause de son dérèglement mental, mais la vérité ne sera jamais entièrement connue. À la station-service, Miller vit Hope faire le plein de sa voiture. C'est à ce moment fatidique qu'il décida de la suivre. Elle avait passé un merveilleux Noël en famille et attendait avec impatience une journée agréable avec sa grand-mère. Elle n'avait aucune idée que quelqu'un la suivait. Dès qu'ils arrivèrent sur la route isolée de Backwoods, Hope réalisa qu'elle était en danger et appela sa grand-mère. Miller admit qu'il avait forcé Hope à s'arrêter. Il l'avait tirée de son véhicule et l'avait forcée à monter dans le sien. Il l'emmena ensuite dans les bois, déchira ses vêtements, et, bien sûr, vous imaginez la suite. Miller tenta de dissimuler ses traces. Il emmena Hope dans une ferme de dinde où il la battit à mort avec un ballon de football et abandonna le corps. Un arrêt pour faire le plein et une rencontre fortuite avec un monstre se terminèrent horriblement pour Hope. C'est au-delà de l'entendement humain. Nicholas Miller fut inculpé de plusieurs chefs d'accusation. À la fin de l'enquête, son ex-petite amie fournit à la police des preuves accablantes. Sur des photos qu'elle avait prises, Miller la poursuivait dans sa Chevrolet orange quelques heures seulement avant de la tuer. Nous devons maintenant nous pencher sur le rôle du shérif du comté de Chesterfield, Sam Parker. Comme je l'ai mentionné, son rôle est très important dans cette affaire. Parker fut démis de ses fonctions, et je vais vous expliquer pourquoi. Les procureurs affirmèrent que Parker avait accordé un traitement de faveur à certains policiers, s'était approprié des biens du bureau du shérif pour son usage personnel, et avait distribué des uniformes, des insignes et des armes à des civils. Parker avait permis à 2 policiers de dormir et de vivre en dehors de la prison en échange de travaux sur sa propriété. Et dans la zone où les policiers étaient autorisés à dormir, ils avaient accès à Internet, à des téléphones, et recevaient des visiteurs non surveillés, le tout avec la connaissance de l'ancien shérif. Les procureurs déclarèrent également que Parker avait accordé aux policiers incarcérés un traitement spécial, incluant de l'alcool et des visites non surveillées avec des femmes. Ils étaient autorisés à faire des achats et à manger dans des restaurants. En échange, les policiers auraient effectué des travaux sur la maison et les propriétés personnelles de l'ancien shérif. En conséquence, l'ancien shérif fut jugé. Le procès du shérif Parker et ses conséquences pendant le procès de Parker, Mike Lee, qui purgeait une peine de 15 ans pour incendie criminel, témoigna contre l'ancien shérif. Lee déclara qu'à la prison du comté de Chesterfield, il avait pu aménager sa cellule avec des téléphones portables, un réfrigérateur et un nouveau matelas. Lee avait acheté ces articles avec son propre argent, envoyé par sa famille. Lee expliqua aux jurés qu'il mangeait avec les adjoints et qu'il était autorisé à acheter et à porter des vêtements civils au lieu de son uniforme de prisonnier. Lee affirma avoir travaillé dans l'un des dépôts de la ville où il avait accès à Internet, à des téléphones et à un compte Facebook. Finalement, Lee fut transféré de la prison vers la propriété de l'ancien shérif où il vécut avec une visiteuse et organisa sa fête d'anniversaire, au cours de laquelle les invités dégustèrent du filet mignon et burent de l'alcool. Une fête organisée par un prisonnier sur la propriété de l'ancien shérif est incroyable, n'est-ce pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pendant son séjour à Chesterfield, Lee déclara avoir pu prendre un jet privé de Charleston à Mount Pleasant pour voir sa femme et son enfant.
Lee témoigna également qu'il avait été conduit à Florence, en Caroline du Sud, avec un autre invité d'un adjoint, dans une voiture banalisée du shérif, pour rencontrer une amie pour un déjeuner. Lee expliqua comment il était devenu très proche de Parker en travaillant chez lui, en allant à l'église avec Parker et en offrant des cadeaux à la fille de Parker. En 2014, Parker fut reconnu coupable de 5 chefs d'inconduite dans l'exercice de ses fonctions, de 2 chefs de contrebande à des prisonniers et d'un chef de détournement de fonds. Il fut condamné à 2 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle. Lorsque le juge s'apprêtait à prononcer la sentence de Parker, l'ancien shérif devint ému, s'excusant auprès des habitants du comté de Chesterfield, de sa famille et de ses amis. Après le jugement, Parker s'excusa auprès de sa famille pour l'embarras et auprès de ses collègues policiers. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est le shérif Sam Parker qui avait interrogé Miller lorsque ce dernier avait avoué le crime et conduit la police au corps de Hope Melton. Miller risquait la peine de mort, mais en raison des actions du shérif, les procureurs ne purent requérir cette peine. En effet, pendant l'interrogatoire, le shérif avait promis à Miller que s'il avouait le crime et révélait ce qui était arrivé à Hope Melton, il ne serait pas confronté à la peine de mort. Le shérif n'avait aucune autorité pour faire une telle promesse à un suspect. Miller crut le shérif et avoua le crime. Ce faisant, le shérif Parker compromit l'affaire. Dans une déclaration, le procureur Dan Johnson affirma que l'ancien shérif du comté de Chesterfield, Sam Parker, avait gravement compromis l'affaire. Johnson déclara que le shérif Parker avait obtenu une confession de Miller sous la promesse illégale qu'il ne serait pas passible de la peine de mort. Suite aux graves erreurs de Sam Parker, qui avait contraint la confession de Nicholas Miller par une promesse illégitime, tous les rapports basés sur cette promesse auraient dû être supprimés lors d'un procès sur ce sujet, déclara Johnson. En mars 2015, Nicholas Miller, alors âgé de 26 ans, plaida coupable de toutes les accusations. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les membres de la famille de Hope Melton furent indignés et en colère contre l'ancien shérif, qui avait été reconnu coupable de corruption l'année précédente et qui avait mis l'affaire en grave péril. La mère de Hope, Elizabeth, déclara qu'ils étaient déçus et qu'ils avaient espéré la peine de mort pour Miller. La famille affirma qu'elle attendait toujours des excuses de Parker. Pendant ce temps, il continue de lutter pour la justice et de s'efforcer de maintenir vivante la mémoire de Hope Melton.